dans certains comtés, mon vote est noyé complètement pendant des décennies. C'est un parti qui représente ce comté-là. Puis, par contre, s'il y avait une forme de représentation proportionnelle, mon vote compterait. Oui, tout à fait. Et je pense que ça augmenterait la participation aux élections. Parce que quand les gens sentent que le vote compte, les taux de participation augmentent. Oui, Ça oui, renforcerait la démocratie, ça permettrait l'expression d'une diversité de voix. On se plaint beaucoup du fait que les gens ne votent plus ou que la participation politique est en baisse. Puis en même temps, moi j'observe dans le milieu où je travaille des milliers, des dizaines de milliers de gens qui agissent politiquement, qui agissent bénévolement, mais qui ne militent plus nécessairement dans les grands partis politiques. Et c'est peut-être parce que, justement, on en est rendu à une étape où on a besoin d'une réforme pour permettre à une plus grande diversité de voix de s'exprimer. Alors, à un bout, comme électeur, moi, je me sens pas bien représenté dans un comté, par exemple, quand je vais voter et que je suis dans un comté qui va de toute façon voter pour le même parti pendant 30 ou 40 ans, c'est certain que mon vote a moins d'impact politiquement que si je suis dans un comté qui change de parti ou d'allégeance à chaque élection. Et donc, d'une certaine façon, mon vote n'est pas nécessairement aussi utile que je sois dans un comté ou dans un autre. Et je pense que c'est ce qui contribue en partie à la désaffection des gens pour la chose politique. Les grands partis politiques sont l'équivalent un peu des magasins grande surface aujourd'hui. Alors, on offre un peu de tout, mais c'est standardisé. Il n'y a pas tellement de diversité. Alors, il y a des partis politiques, il y a des mouvements qui pourraient être les petits commerces émergents qui peuvent permettre d'amener des nouvelles idées ou des choses nouvelles justement dans le marché des idées politiques. Et ces petits partis-là ne peuvent jamais voir le jour et émerger tout simplement à cause de notre problème, le problème qui est le mode de scrutin qui ne permet pas aux petits partis d'émerger. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'impliqueraient en politique et qui se lanceraient en politique si seulement on leur donnait la chance de pouvoir exprimer leur voix et qu'on donnait la chance aux citoyens de pouvoir les appuyer en ayant un vote utile. Et donc, c'est pour ça, pour moi, que je pense que ça donnerait une bouffée d'air frais à la démocratie au Québec si on pouvait, demain matin, avoir une forme de représentation proportionnelle qui ferait en sorte que moi, comme citoyen, quand je me lève et que je vais voter aux élections, je me trouve à appuyer des idées qui me ressemblent vraiment, qui peuvent être celles des grands partis, qui peuvent être celles de partis plus mineurs, mais qu'au bout du compte, je sais, j'ai la certitude que mon vote va être comptabilisé et qu'il ne sera pas noyé par un système finalement qui polarise nécessairement et je pense qui ne rend pas compte de la diversité des opinions politiques des Québécois. Vous amenez un très bon point et votre analogie elle est très forte. C'est la première fois que je l'entends. Quand vous comparez les magasins à grande surface avec les petits commerces, parce que, bon, dans un marché libre, on a le droit d'ouvrir un petit commerce. Puis ce qu'on voit, c'est que maintenant, les grandes surfaces, même les Walmart de ce monde, sont en train d'introduire tout plein de produits équitables, produits bio, à cause de la pression et du fait qu'il y a des petits commerces qui se sont développés et qui ont eu beaucoup de succès. Donc, justement, je veux dire, cette analogie-là elle est très forte et on la voit effectivement dans un monde, entre guillemets, de capitalisme libre. Donc, je trouve ça intéressant. Est-ce que, M. Meyrand, vous pouvez nous parler de comment vous pensez que s'il y avait justement une réforme électorale qui arrivait au Québec et peut-être ensuite au Canada, quels seraient, à votre avis, quels pourraient être les impacts sur les politiques environnementales ici au Québec puis ensuite d'une manière plus large au Canada? Je pense que l'impact sur les politiques environnementales se ferait sentir très, très rapidement. En ce moment, les grands partis articulent certaines positions au plan de l'environnement qui ne sont pas nécessairement les positions les plus avancées. C'est un peu le reflet d'un genre d'arbitrage qui se fait au sein des partis. Ça se fait dans tous les partis, mais les partis qui seraient plus progressistes, par exemple, qui pourraient définir des politiques plus avant-gardistes et les amener au Parlement, par exemple, et forcer le jeu un peu. Je pense qu'on aurait davantage d'innovation de ce point de vue-là. On voit que des partis comme Québec solidaire, comme les Verts, qui ont des plateformes environnementales quand même très, très poussées, obtiennent des pourcentages assez importants. Là, on parle de 7-8 et donc, c'est quand même non négligeable. Et le fait que ces voix-là
probablement que si ces voix-là, qui vont au Parti vert, à Québec solidaire ou à d'autres formations politiques qui ont des idées environnementales très fortes, le fait qu'ils atteignent, sans même avoir de chance de faire élire des députés ou pratiquement aucune, Exactement. déjà 16 %. Imaginez si on donnait la chance à ces voix-là de s'exprimer, peut-être qu'on n'atteindrait pas seulement 16 %, peut-être qu'on irait à 20 ou à 25 %. Donc, il y aurait un transfert de voix vers ces partis-là parce que les gens sentiraient que leur vote n'est plus un vote de protestation, mais devient un vote utile. Et ça ferait en sorte justement que des partis avec des idées environnementales plus avancées pourraient faire le plein de voix, ce qu'ils n'en font pas en ce moment, et donc influencer les plus grands partis à aller, peut-être dans des formes de coalition, aller mettre sur la table des lois ou des politiques qui non seulement assurent la qualité de notre environnement, mais il ne faut pas oublier non plus que ça assure aussi la santé de nos enfants, la qualité de vie de nos familles. C'est qu'en changeant le mode de scrutin, on peut se retrouver à changer le paradigme dans lequel on opère. Qu'en ce moment, avec le mode de scrutin qu'on a, le paradigme change à peu près une fois par génération, si ce n'est pas par 2 générations, c'est-à-dire quand un parti s'effondre et qu'un autre prend sa place. Par exemple, quand le Parti québécois a émergé et avec le mouvement nationaliste au Québec, et donc on a vu l'Union nationale disparaître. Donc, s'il faut attendre 2 ou 3 générations pour avoir des changements de paradigme, alors qu'entre-temps, il y a des changements de paradigme qui existent autour de nous, dans la société, mais qui ne sont pas nécessairement reflétés par le système politique. On continue d'avoir une opposition, par exemple, entre fédéralistes et souverainistes au Québec. C'est ce qui prend toute la place. Ce qui prend toute la place. Et d'une certaine façon, à raison, je ne conteste pas du tout que ce soit essentiel, parce que c'est une question fondamentale pour les Québécois. Mais d'autre part, ça occulte d'autres oppositions ou d'autres formes de transition, de paradigmes nouveaux qui arrivent. Et c'est ce qui fait en sorte que finalement, par exemple, tout le paradigme du développement durable est un peu occulté. Là, tout le monde peinture en vert leur façade pour aller pour montrer finalement qu'ils agissent là-dessus. Puis je ne prétends pas là, que les partis existants ne font rien pour l'environnement, loin de là. Je pense qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits depuis une vingtaine d'années. Mais on n'en est pas encore à un changement de paradigme. Et donc, un changement de système électoral permettrait d'accélérer ce changement de paradigme-là, je pense, en donnant une voix plus importante, pas aux partis, mais aux citoyens qui demandent ce changement de paradigme-là. Je ne suis pas certain en ce moment, si on avait un système électoral différent, qu'on serait pris avec le problème des gaz de schiste en ce moment au Québec, tout simplement parce que le gouvernement ne se serait jamais comporté comme un promoteur, ce serait plus comporté comme son rôle doit l'être, celui d'arbitre, de personnes d'organisations qui réglementent, qui assurent le bien commun, l'intérêt public, des choses comme ça. Et je pense que c'est vrai aussi dans le secteur minier, c'est vrai aussi dans le secteur gazier, pétrolier, c'est vrai dans tous les secteurs des ressources naturelles au Québec. Je pense qu'il y aurait ça annoncerait une petite révolution ici, un changement de mode de scrutin. Donc, essentiellement, ce que vous dites, c'est que la politique arriverait à la vitesse de changement du peuple. Oui, en fait, puis c'est drôle, on prétend qu'au Québec, il y a de l'immobilisme maintenant. On dit les Québécois s'opposent à tout, puis on accuse souvent les écologistes de s'opposer à tout. Mais en fait, l'immobilisme, il est beaucoup plus du côté des institutions. En 2007, j'avais écrit dans le Manifeste pour un Québec durable que justement cet immobilisme-là n'est pas du côté de la population. Il est du côté des institutions. Parce que les projets qui nous sont proposés par les institutions publiques et privées au Québec sont des projets qui datent des années 60. Que ce soit le développement des gaz de schiste puis d'autres ressources naturelles d'une façon pratiquement très peu contrôlée, que ce soit des modes de transport qui sont absolument qui répondent pas aux besoins de mes enfants ou mes petits-enfants alors qu'on investit pour une centaine d'années dans Turco, par exemple, que ce soit des projets de développement économique qui ne tiennent pas compte du développement durable. Bref, quand les citoyens s'opposent à quelque chose, c'est pas parce qu'ils sont devenus conservateurs, au contraire, c'est peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus loin et beaucoup plus révolutionnaires que les institutions, et que dès lors qu'on leur annonce, qu'on leur propose des projets qui sont structurants, qui sont nouveaux, ils adhèrent à ces projets-là. Et donc, d'une certaine façon, pour briser l'immobilisme, il faudrait peut-être casser le moule, qui a fait en sorte que depuis la fin de la Révolution tranquille au Québec, on a peur d'innover. Alors, peut-être ce qu'il faut, c'est forcer le jeu, ouvrir le système politique, amener une plus grande diversité de voix
et voir où les Québécois sont capables d'aller quand on leur donne une vraie voix et une vraie parole. Je ne pense pas qu'on devrait avoir peur de la démocratie. Je pense qu'au contraire, c'est ce qui va permettre de dépasser finalement nos limites qu'on s'est fixées nous-mêmes, malheureusement, et d'aller encore plus loin. Et je pense que, quand je dis que ce serait une petite révolution, l'immobilisme, il ne serait plus du tout du côté... on ne percevrait plus que l'immobilisme est du côté des citoyens. Au contraire, les citoyens attendent seulement qu'on leur donne une voix pour se lever et se prendre en main.